d'identifier. Votre nom? Joanne Blais, co-demanderesse. Monsieur Hamel? Mon nom, c'est... Bonjour, Pierre-Luc Beauchesne, la procureure générale. Pierre Beauchesne. Pierre-Luc Beauchesne. Pierre Beauchesne. Bonjour, Jean-Charles Ruel pour la CNESST. Bonjour, messieurs les juges, Nicolas Courcelles de Bicourt, maître Marie-Ève Legault et Louise-Rose Montrochanel. Bonjour, Marie-France Bernier, Persico-Bernier, pour le tribunal administratif du travail, Jean Morin, Michel Juteau et Michel Moreau. Ah, c'est moi qui vous. J'ai représenté mon époux à la révision interne de CLP2. C'est moi qui l'ai représenté tout le temps. C'est pour ça que je suis la deuxième demanderesse. Ça n'a pas été noté dans la décision du juge Auclair, mais c'est très bien inscrit dans la transcription. Est-ce que vous avez la transcription? Là, je regardais simplement la dernière page du jugement du juge Auclair où il mentionne votre nom comme demandeur non représenté. Alors, approchez-vous, madame. OK, ici, j'ai des jurisprudences. Il y en a seulement 4. C'est gros, là, mais il n'y a quasiment rien là-dessus. Là, c'est moi qui commence? Oui, parce que c'est votre requête OK. pour permission d'appeler hors délai. OK. Ici, je vous donne la preuve de ce qu'on avance. C'est la première décision du CLP. La preuve est directement dans la décision. La complicité d'un parjure médical déterminé. Ils ont mis à preuve la décision, c'est le protocole DRM. Et ça, ce sont des documents de toute façon qui ont été déposés devant la Cour supérieure. Oui. Alors, le juge y réfère. Le juge y réfère d'ailleurs. Non. CLP1, CLP2. Il n'y a pas eu de révision judiciaire de demander dans ça. Bon, OK, mais pas de preuve. Pardon? La preuve, c'est le protocole DRM, comme de quoi qu'il n'y a pas de sténose communautaire. Alors, allez au Lutrin. OK. C'est ça, c'est la preuve, c'est le protocole DRM qui le fait. Là, hier, j'ai été m'acheter un sac, mais il me manque des papiers. Mais par contre, le dossier, je le connais par cœur, je vais être correct. Est-ce que vous avez étudié le dossier? Oui. Oui. C'est ici, là. OK. Oui. J'ai tout accroché parce qu'on avait un problème de perte de documents. La preuve documentaire, elle se perdait. Ça fait que c'est pour ça que j'ai tout accroché. Et là où on en est, OK, on en est aujourd'hui. ce stade-ci, c'est que vous faites une requête. Oui. Pour avoir la permission d'appeler hors délai, Hors délai. dans laquelle vous exposez pourquoi vous êtes hors délai. OK. Et vous exposez aussi quelles sont les erreurs Oui. que vous reprochez au juge. Alors, il faut aller là. OK. Il faut aller là et nous dire où dans le jugement vous identifiez des erreurs qui vous autoriseraient à continuer là-dedans. OK. Premièrement, il faut que je parle du hors délai, le pourquoi qu'on est hors délai. Allez-y, oui, s'il vous plaît. OK. On poursuit des juges administratifs pour complicité d'un parjure médical déterminant sur un dossier qui valait 700 000 $. Mon époux conduisait un chariot élévateur, ça faisait 24 ans. Et sur le délai, là, c'est le dernier bout, là.
OK. Il est parce que le jugement a été rendu oralement à l'audience le 18 mai. OK. Qu'est-ce que je veux vous expliquer? C'est qu'un avocat ne peut pas plaider qu'un juge a menti sur une question déterminante. On a essayé d'avoir des avocats, on n'a pas pu. À l'étape de la requête pour permission ici Tout, ou avant? tout avant, on n'a pas pu. OK. Tous les défendeurs se sont mis ensemble. Ils m'ont fait une plainte au barreau pour pratique illégale du droit, en disant que comme j'étais son épouse, je n'avais pas le droit. Mais pourquoi ça a pris le délai entre le... OK. Spécifiquement là. OK. C'est le 18 mai puis le 26 juin. OK. Il est arrivé de quoi? Moi, je ne peux même pas avoir de l'aide. J'ai demandé de l'aide sans mandat pour un avocat. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas non plus. L'aide juridique, vous voulez dire? Non, de l'aide d'un avocat sans qu'il signe. OK. On est vraiment dans le mal pris, là. Ça fait qu'il a fallu que je me débrouille tout seul avec mon époux pour essayer de remplir les papiers. C'est ce qui fait que vous n'avez pas été capable de faire... J'avais oublié la requête permission d'appeler. Oui. OK? J'avais juste... mon Dieu, comment elle s'appelle, là? Ah, déclaration d'appel n'était pas dedans. Tout le monde a reçu leur requête à temps, mais quand que mon huissier est arrivé pour aller en cours, pour déposer la requête, il n'y avait pas la déclaration d'appel. Moi, je ne savais pas que ça prenait ça. Par contre, on a toute la preuve, puisque les huissiers y avaient passé tout partout, on a la preuve que c'est arrivé à terre, tout partout. Mais là, il a fallu que j'aille étudier pour savoir comment faire l'autre. Ça fait que c'est ça qui explique notre retard. Notre retard, là, c'est pas évident pour nous, là. C'est vraiment le fait qu'on ne peut pas avoir un avocat parce qu'on poursuit des juges pour complicité d'un perjure médical déterminant. D'accord. Le litige valait 700 000 Oui. à CSST. Puis, Alors, d'accord, on vient au jugement. OK, on rentre dans le jugement. Le dernier jugement du juge Auclair. Le juge Auclair avait devant lui des demandes en irrecevabilité Oui. de votre recours et il a accueilli les demandes, il a rejeté votre recours introductif. Il est du 16 août 2017, donc c'est le jugement du 18 mai. Donc, si on prend ce jugement-là, où sont les erreurs Une erreur de commises droit. par le juge? OK, une erreur de droit pur. Oui, Il a refusé de trancher l'unique question qu'il avait à trancher. à savoir. Complicité d'un perjure médical déterminant, est-ce que ça rentre dans l'exception à l'immunité des juges administratifs? Il a refusé. Parce que, on l'a dans la transcription d'audience, je lui demande directement si complicité d'un perjure médical déterminant, ça rentre dans l'exception à l'immunité des juges administratifs. Il me répond, la réponse va être dans mon jugement. Elle n'est pas là. Au lieu de ça, c'était une requête en dommages-intérêts punitifs. Au lieu de ça, il a fait une revision judiciaire qui n'était pas demandée. Il a fait une revision judiciaire qu'il a refusée et hors délai. Ce n'était pas des questions qu'il y avait à se prononcer. C'était vraiment une requête en dommages-intérêts punitifs. Parce que là, c'est arrivé 2 fois au CLP. CLP 1, il y a eu une collusion entre l'avocate de Monroe Shepherd, gestionnaire de mutuelle de prévention, Maître Marie-Ève Legault, qui a été nommée juge au CLP il n'y a pas longtemps, avec les juges du BAN du CLP1, qui était Michel Moreau, et Michel Moreau était accompagné d'un médecin ascenseur. Maître Legault aussi, elle avait un médecin expert qu'elle avait retenu. La sténose coronitale, qui valait 6000 mètres de moelle épinière à mon époux, elle a sorti à l'audience CLP1. Juste à l'audience.
Moi, j'avais accès aux jurisprudences. Après l'audience, on est arrivé à la maison. Dans les jurisprudences du CLP, on a punché Stenos Corinthal. Il y a 130 000 décisions à peu près. On a vu que c'était l'IRM. On a punché le nom des juges, des médecins censeurs, puis tout le monde. C'est ça qu'on a donné à preuve. Comme connaissance d'office de faits qui voient souvent au CLP. Il y en a souvent. Par contre, juge Auclair, il écrit dans la décision, quand moi je parle connaissance d'office médical, mais quand il en parle, il dit c'est pas de la preuve, puis il change le mot pour connaissance judiciaire, qui est un gros changement. Il nous déclare querulants. Et il dit avec frais de service parce qu'on lui a dit à l'audience qu'on irait en appel. Il n'a mis aucune barrière entre lui et les juges administratifs. Aucune barrière. Les preuves documentaires, c'est une des preuves documentaires, c'est pas une parole d'honneur comme contre la parole de l'autre. Les preuves documentaires y avaient été déposées à Cour supérieure le 25 avril pour l'audience du 16 mai. On était supposé d'avoir un juge attitré à nous autres pour toute la journée complète. Un juge qui avait vu le dossier. Le juge Auclair est arrivé, puis il a dit manque de juge. On va passer les enfants avec. Mais Là, on s'est ramassé avec un juge comme ça. lorsque je regarde le jugement du juge, il se réfère à CLP1, il se réfère à CLP2, il note qu'il y avait une preuve médicale contradictoire et que le tribunal administratif agissait à l'intérieur de sa compétence. C'était son rôle de décider du poids accordé à un témoignage plutôt qu'à un autre. C'est parce que ce qui arrive, c'est la monsieur. même chose pour CLP2. La conclusion découle dans CLP1, réévaluée par CLP2, de l'appréciation de la preuve médicale. C'est le rôle des tribunaux, vous le savez, ça. Allez, Bon, devant les OK. tribunaux, Là, je peux-tu parler? il y a souvent, oui, c'est parce que je reviens à vous, je veux vous accompagner ma question. Devant les tribunaux, quels qu'ils soient, administratifs ou judiciaires, il y a toujours de la preuve contradictoire. Et il revient au décideur de décider du poids qu'il accorde à la preuve et de dire pourquoi. Alors le juge, au clair, a regardé ce qui a été fait devant CLP1 et 2 et il mentionne c'est ça qu'ils ont fait. OK. Nous autres, on a besoin d'un tribunal indépendant. Mais vous OK? oui. La preuve qu'il n'y a pas de sténose communautaire qui a enlevé 6 mm de moelle épinière à mon époux. Il est dans la première décision. C'est le protocole d'IRM. Si ce n'est pas écrit sténose communautaire, c'est parce qu'il n'y en a pas. Il ne pensait pas de se faire prendre. Tout le monde le savait qu'il n'y en avait pas. C'était une comédie, c'était une mise en scène. Quand tu arrives, on a le CD d'audience. Après ça, quand tu arrives chez vous, là, puis tu punches ça, tu punches le nom du juge, là, tu te dis, merde, il y a eu une mise en scène. Ouais. La preuve, elle est... Il ça devant le juge Auclair. Le juge Auclair dit qu'il n'y a pas eu de mise en scène. Bon. Alors, Ah, vous n'êtes pas indépendant, oui. alors dès que non, Ben, il a dit, on ne commencera pas à se faire poursuivre, puis il m'a dit ça. On ne commencera pas à se faire poursuivre. Ben, je le sais, si ça passe pour eux autres, ça passe pour tout le monde. la poursuite, OK. Il n'y a pas... raison de la poursuite. Le juge Auclair. C'est pas ça qu'il y avait à faire, le juge Auclair. Complicité d'un perjure médical déterminant, est-ce que ça rentre dans l'exception à l'immunité? Il n'y avait pas à faire une revision judiciaire, on n'était pas en revision judiciaire. C'est votre qualification, la complicité. Un perjure, c'est pas un qualificatif, c'est une action. Et ça fait partie du code criminel. Maximum 14 ans de prison. Un juge complice d'un perjure médical déterminant, ça n'a pas d'allure. C'est une question d'intérêt public. Je suis ici pour la charte des droits, pas juste pour mon mari. Pour nous autres, mais pour la société aussi. Parce qu'il est arrivé de quoi, là, ça fait 3 fois, là.
Fait 3 fois qu'il arrive de quoi? Bon. Alors, vous êtes pas indépendant, vous? Là, je vais vous sortir, c'est où qu'elle dit que ça serait dans le jugement si complicité d'un parjure médical déterminant entre dans l'exception à l'unité. Est-ce que vous allez être capable de l'écrire? Que complicité d'un parjure médical déterminant, ça rentre pas. Ça rentre pas dans l'exception. Que les juges ont... Le juge n'a pas conclu qu'il y avait eu une complicité et vous l'avez plaidé, vous l'avez argumenté devant la CLP. Vous avez commencé à l'argumenter devant le juge Auclair? Mais non, au CLP2, on le savait. Dans la première, écoutez, dans la première décision... Donc, vous l'avez argumenté à CLP2. Ben oui. C'est que là qu'on l'a su. On l'a su tout de suite après l'audience CLP1. Après l'audience de CLP1. Écoutez, CLP1, là, la sténose correctale est retenue unanimement. Ça veut dire que tu as un médecin. Il y avait un médecin qui le voyait, là, le protocole d'IRM, il est dans la décision. Il y avait un médecin, un juge... celui qui s'occupe des employeurs, les syndicats, plus, écoutez ça, notre témoin expert qui a témoigné que c'était sûr et certain que c'était pas correctal à cause de l'IRM, ils ont écrit qu'ils retenaient aussi une sténose correctale. Comment veux-tu qu'il y ait en revision avec ça? Là, la deuxième, j'ai dit, tu sais, il n'y aura pas le choix, là, c'est la charte, là. Ils vont réparer ça, là. Parce que là, on a donné les décisions en tant que connaissance d'office médical du tribunal. C'est une voie qu'ils ont eux autres. Puis, la juge Juteau, on les entend dans le CD d'audience, mais ils ont tout fait disparaître les preuves, mais ils ont oublié de bloquer le CD d'audience. 2-3 jours après, la juge Juteau, qui est la celle de CLP2, 2-3 jours après notre première audience CLP2, elle rend une décision et elle écrit, elle sait que je lis les décisions, il y en a plein là-bas. Elle écrit, la CSST n'a pas reconnu que la sténose correctale notée à l'IRM avait été rendue symptomatique. Ça veut dire que si c'est pas noté, c'est parce qu'il n'y en a pas. Le radiologue n'a pas écrit qu'est-ce qu'il ne voit pas. Tout le monde le savait qu'il n'y en avait pas. Plus, eux autres, au CLP, qu'est-ce qu'ils checkent aussi? Ils checkent pour ne pas faire passer les gens, parce qu'il y en a beaucoup de conducteurs chariot élévateurs qui ont tout fini. Ils appellent ça la cohérence décisionnelle. Ça fait que dans le fond, la décision de la CLP pour la cohérence décisionnelle, c'était pour la CSST pour pas qu'ils commencent à payer. Fait que dans le fond, ça fait un triangle. On n'était pas unis dans le triangle. Moi, je pensais qu'elle était pour faire de quoi, la juge Juteau, parce qu'en plus, entre notre deuxième et troisième audience, à faire une décision, puis elle écrit comment évaluer les experts médicaux selon la charte 24.2. Que, tu sais, il faut que tu évalues l'expert médical, là, parce que ça ne tenait même pas debout l'expert qui est venu là. Puis, elle rend ça veut dire qu'on avait 2, on s'est dit c'est fini, OK, à peu près, on le voit, là, à peu près. Par contre, ça fait paf le 10. Changement d'idée. Alors, la conclusion que vous tirez de ça, Elle n'a pas réparé la sténose correctale. Ben, il fallait que tu enlèves ça. elle n'avait pas le choix. Elle devait intervenir. Cohérence décisionnelle. Elle devait intervenir sur la décision Ben. de CLP1 et le juge Auclair, lui. Ben là, on ne pouvait plus aller. Lui, il ne pouvait plus aller en révision judiciaire. Ben, il ne peut pas aller en révision judiciaire. Il se ramasse avec tout le monde, même son médecin. Tu as droit à la décision. Il se ramasse avec tout le monde, même son médecin qui dit, son expert sténochirurgien, qui disent tout qu'il y a une sténose correctale. Comment veux-tu? Tu as le droit à juste la décision. On a toutes les notes sténographiques de toutes les audiences. C'est pour ça, on n'avait pas le choix. Parce qu'ils l'ont fait 2 fois, pas qu'une fois. Ils l'ont fait une fois, ils se sont fait prendre, ils l'ont su, puis ils l'ont refait encore. Puis là, ça bloquait, là. On a parlé à... Le recours en révision judiciaire, il vous aurait permis. Ben non, on a le droit à juste la décision
Tout le monde retient une sténose congénitale, même son expert qui a choisi, c'est pas vrai. Vous avez décidé que On ne pouvait pas aller à la révision avec une décision de même. vous avez fait le choix de pas y aller. On a communiqué avec la présidente du CLP. On l'a informé qu'il y avait deux de ces juges qui avaient été complices d'un perjure médical déterminant. Fausse thèse de sténose congénitale, sortie seulement à l'audience. Elle nous a envoyé une lettre. Tout est là-dedans, toutes les preuves et les documents. Ils n'ont rien trouvé. Mais pas un mot sur la sténose congénitale. Pas un mot. Tout le monde le sait. C'est le Far West là-dedans. Même quand on a passé avec le juge Auclair, le juge Auclair demande à Maître Bernier dans la requête, y a-tu mauvaise foi? Le juge Bernier, en une minute, a réussi à mentir 3 fois. Non, il n'y a pas de mauvaise foi. Je vous le dis, c'est exact, il n'y a pas de mauvaise foi. C'est le même, ça marche là-bas. Pas compliqué, ça marche en même. Parce qu'on l'a vu, le Far West, les preuves, ils disparaissent et tout. Pas capable de rien faire. Puis là, en plus de ça, on ne peut même pas avoir les avocats. Parce qu'on poursuit des juges. Parce que j'ai le droit à toute une plainte. Il y avait même le chef de cabinet de Philippe Pouillard, Jean-Louis Dufresne, qui était dans la plainte au barreau. Ben, il m'a envoyé tout ça, il laisse des preuves tout partout dans mes documentaires. Il m'a envoyé un signalement, puis ils mettent tout le monde en copie conforme. On se ramasse avec la ministre du Travail, on se ramasse avec tout le monde, les juges, tout le monde. Mais il n'y a aucune gêne. Il y a des preuves tout partout, les CD d'audience sont faites, et il y a 3 transcriptions, il n'y a aucune gêne. Puis il a compris, juge Auclair, il a compris. Il a compris. OK, là, je vais vous trouver, c'est où qu'il a dit, quand je lui ai demandé, est-ce que vous, d'après vous, complicité d'un perjure médical déterminant, est-ce que ça rentre dans l'exception à l'immunité? C'est la charte. Il m'a dit, la réponse va être dans mon jugement et pas là. Il n'y a aucune question dans le jugement. C'était la seule question que j'avais à répondre. C'était quasiment une engueulade là-bas. Il ne voulait pas avoir les preuves. Il ne voulait pas voir. Vous l'avez, vous, la transcription de l'audience, vous l'avez? On a ce que vous nous avez envoyé. Oui, je l'ai envoyé une. Si je peux me permettre, pour aller plus rapidement, c'est à la page 216, messieurs les juges, ligne 4. Pardon? Page 216, ligne 9. OK, mais gars, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire commencer à 215. Bon, gars, 214, ligne 12. Ça, c'est moi qui ai dit, on ne pouvait pas retourner là-bas. Après ça, le tribunal, il dit, là, ils disent, on a l'immunité. Qu'est-ce que vous avez comme argument pour me dire qu'ils n'ont pas l'immunité? Là, moi, je dis oui, ils l'ont. Mais là, on rentre dans l'exception à l'immunité. Là, je lui dis, d'après vous, complicité d'un perjure médical déterminant, est-ce que ça rentre dans l'exception à l'immunité? Il répond, Là, j'ai redit encore, est-ce que ça rentre d'après vous? Il répond, vous allez voir dans mon jugement. L'État de justice n'a pas répondu. Là, ça fait, on est rendu à 3 fois. 3 fois. Là, c'était vraiment horrible là-bas. Là, moi, je lui ai dit en dernier, complicité d'un perjure déterminé, ça fait pas partie des compétences d'un juge. Là, il m'a dit, c'était vraiment horrible, là, aucune barrière. Il m'a dit, vous m'insulterez pas, vous ne direz pas que le tribunal est complice, vous allez vous excuser. Là, je lui ai dit, quand le juge, il fait ses motifs de jugement, il est sous son serment d'office. Il m'a répondu, c'est pas parce que vous gagnez ou vous perdez qu'il va y avoir un perjure.
Il passait trop son temps à dire il y en a du temps qui gagne qui perd, elle sait. Il n'y avait aucune barrière. Aucune. Puis, je ne veux pas encore pas avoir de barrière, là. Il y a une question à trancher qu'il avait à trancher. C'est un déni de justice. Il ne l'a pas tranché. Il me dit qu'il trancherait puis ça serait dans sa décision. Complicité d'un parjure médical déterminant sur un dossier de 700 000. Est-ce que ça rentre dans l'exception à l'immunité des juges administratifs? Je vais vous demander de conclure, madame. C'est ça. Complicité d'un parjure médical déterminant. D'après vous, est-ce que ça rentre dans l'exception à l'immunité? On est rendu à 3 fois. Est-ce qu'elle va être motivée, votre décision? Il n'y a pas encore de décision. Je voulais simplement être sûr que ça terminait votre argument. Vous pouvez vous rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir. OK. Je pensais pas de broyer. Pardon? Je pensais pas de broyer. Bonjour, messieurs les juges. Maître Courcy, pour Maître Legault et Morneau Chapelle, je serai le porte-parole de mes confrères et de ma consoeur. D'entrée de jeu, je tiens à mentionner que Maître Legault, à l'époque des faits pertinents, était avocate et pratiquait pour Morneau Chapelle. Maintenant, depuis près d'un an, il est maintenant juge au tribunal administratif du travail. Vous avez compris la situation. M. Hamel était cariste. Et à un moment donné, il arrive un événement chez lui. Et suite à cet événement-là, il fait des réclamations auprès de la CSST. Il y a eu 2 dossiers de fait à la CSST. Un dossier qui concernait une sténose cervicale avec myélopathie secondaire et un autre dossier qui concernait plutôt une dégénérescence discale lombaire avec sténose foraminale multi-étagée. Les réclamations auprès de la CSST ont été rejetées. M. Hamel est allé en révision. Il a suivi le processus administratif prévu à la loi. Il est allé en révision. Les demandes de révision ont été rejetées. On s'est retrouvé devant la CLP et on a eu la décision CLP 1. À l'époque de CLP 1, M. Hamel était représenté par avocat. Pour toute la durée de l'audition, il était assisté, représenté, conseillé par un avocat. Il a produit un témoin expert. L'employeur, qui était représenté par Morneau Chapelle et par le fait même, par Mme Maître Legault, a également appelé à témoigner un témoin expert. Le témoin expert était le docteur Lamarre. Le témoin expert appelé par Maître Legault était le docteur Lamarre. Le docteur Lamarre avait produit une expertise préalablement. Par la suite, l'expert, le docteur Giroux, de M. Hamel, a produit une première expertise et le docteur Lamarre a produit un supplément d'expertise à la suite. Qu'est-ce que le docteur Lamarre est venu faire à l'audition de CLP1? Il n'a pas lu ses expertises. Il les a expliquées, il les a commentées, il les a bonifiées dans une certaine mesure. Et c'est peut-être à ce moment-là que le terme congénital est arrivé dans le décor. Au terme de l'audition, le décideur, le juge administratif Michel Moreau, a rendu une décision avec la preuve qui lui avait été présentée. Il y avait des assesseurs et il y avait un expert médical qui accompagnait le docteur Juteau, le décideur Juteau, Moreau, et ce docteur-là, et le docteur Jean Morin. Par la suite, il y a eu une révision. CLP2 est arrivé. 3 jours d'audition. On est entendu. Et la décision de CLP2 confirme la décision de CLP1. Et un des points importants, c'est que, selon la preuve qui a été présentée en CLP1, la décision à laquelle est arrivé le décideur Moreau est raisonnable. On ne la réforme pas. Il y a peut-être eu des erreurs à certains égards, mais elles ne sont pas déterminantes et de manière à réformer ou réviser la décision. C'est la preuve qui a été présentée. Et un des points importants que la Cour doit retenir, c'est que peut-être que le docteur Lamarre est arrivé avec le qualificatif de congénital au niveau de la problématique qui affecte M. Hamel,
Mais il n'en demeure pas moins que ce qui ressort de la preuve, c'est que la condition de M. Hamel était si grave que cette situation ne pouvait pas résulter uniquement du travail de M. Hamel. Alors, est-ce que c'était congénital ou autre chose? Mais une chose est certaine, c'est que la situation dans laquelle M. Hamel se retrouvait à ce moment-là, on ne pouvait pas imputer entièrement, totalement, ou principalement, cette situation à l'exercice du travail de M. Hamel. On obtient CLP 2, et après ça, il n'y a pas de révision judiciaire. M. Hamel ne va pas en révision judiciaire. Et à ce moment-là, je crois qu'il fait un choix qui lui est fatal aujourd'hui. Il aurait dû aller en révision judiciaire, et c'est un des arguments qu'on a présenté au juge Auclair. La voie que devait emprunter M. Hamel était la révision judiciaire. Aujourd'hui, on vous dit que finalement, on ne pouvait pas aller en révision judiciaire parce qu'on avait déjà 2 décisions et toutes les carottes étaient déjà cuites. Alors pourquoi l'approche que Mme Blais et M. Hamel ont pris par la suite, c'est d'introduire un recours en dommages-intérêts qui a pour quel objectif? Le principal objectif, c'est de refaire ce qui a été fait en CLP1 et CLP2. On va essayer de repartir dans un autre forum le même débat. Il n'y avait qu'une voie à prendre, et c'était la révision judiciaire. Et c'est là qu'arrive le 16 août 2017, la requête introductive d'instance en dommages-intérêts. On réclame 4 millions de dollars aux défendeurs. 20% sont imputés à Maître Legault et Monod Chepel. Le 80% restant est imputé aux autres défendeurs. Les reproches ou les fautes qui sont imputés aux défendeurs en première instance sont, et là j'essaie de les regrouper sous 2 facettes. Le premier reproche est le parjure médical déterminant. Le protocole d'IRM déposé lors de CLP1 était contradictoire avec la thèse de sténose cervicale congénitale. Et l'autre reproche ou l'autre faute est la collusion. La collusion entre Maître Legault, son expert, les décideurs administratifs, le médecin qui a assisté, le décideur en CLP1. Tous ces gens-là ont fait preuve de collusion selon la théorie de Mme Blais et de M. Hamel pour ultimement faire en sorte que les réclamations de M. Hamel soient rejetées. Nous avons présenté des requêtes en rejet en vertu de 168 et 51. Nous avons avancé 3 arguments encore. Premier argument, qui ne s'applique pas à Maître Legault et Monod Chepel. Le premier argument concernait l'immunité des commissaires et des décideurs, et des assesseurs, et du tribunal. Le deuxième argument était le défaut d'avoir demandé le contrôle judiciaire, j'en ai déjà traité, la voie qui était disponible et qui devait être empruntée pour demander un examen de CLP1 et CLP2 était la révision judiciaire. Et le troisième argument était le recours abusif. Le 16 mai, on s'est présenté devant le juge Auclair et il nous a entendus pendant près de 3 heures. Toutes les parties ont eu l'occasion de présenter leur point de vue. Et quand vous prenez la décision du juge Auclair, et plus précisément à partir des paragraphes 28 et suivants, le juge Auclair, sans reprendre de façon toujours, dire, bon, maintenant je vais traiter de l'immunité, maintenant je vais traiter du recours approprié. Est-ce que la demande introductive d'instance en dommages-intérêts et peut être écartée du fait qu'on aurait dû aller en révision judiciaire compte tenu de ce qu'on demande? Et, ultimement, le caractère abusif, à partir des paragraphes 20 et suivants, plus 27, 28 et suivants, le juge Auclair répond à tous les arguments qu'on a avancés. Il répond à la question de l'immunité. Il vient à la conclusion que dans les requêtes, dans la requête introductive d'instance, il n'y a aucun fait allégué. Il peut avoir des faits qualifiés. Et ce qu'on doit regarder, ce n'est pas la qualification des faits, ce sont les faits allégués.
aucun des faits allégués à la requête introductive d'instance ne permet de soulever l'immunité. Ce faisant, on doit refuser ou on doit accorder les requêtes en rejet. Il en vient à la même conclusion au niveau de la révision judiciaire. On n'a pas été en révision judiciaire, on veut refaire le débat qui a été fait devant CLP1, CLP2. Et ultimement, il en vient à la conclusion que le recours est abusif, que ce soit par les propos, les termes qui se retrouvent dans la requête introductive d'instance, les effets vexatoires et diffamatoires des allégués qui se retrouvent dans la requête introductive d'instance, ou même le montant global de 4 millions qui est demandé, tout ça teinte la requête introductive d'instance. Et le juge au clair en vient à la conclusion que c'est abusif. Vous êtes saisi d'une requête en vertu de l'article 363 du Code de procédure. 2 éléments doivent être démontrés, l'impossibilité d'agir et les chances raisonnables de succès. Quant à ce qui est concernant l'impossibilité d'agir, je m'en remets à la discrétion de la Cour. Toutefois, quant aux chances raisonnables de succès, je vous soumets bien humblement que le recours tel qu'il est là n'a aucune chance raisonnable de succès. Que l'on le prenne sous le vocable général ou que l'on prenne les critères qui doivent être considérés en vertu de 30 alinéa 3 du Code de procédure civile, aucune de ces circonstances-là ne sont rencontrées. Et comme vous avez pu le constater à la lecture du jugement du juge au clair, le juge au clair répond à tous les arguments avancés, a étudié la jurisprudence qui lui a été soumise, a repris les enseignements de la Cour d'appel, notamment dans Abitbol et Nedenov, pour en venir à la conclusion que l'immunité n'est pas soulevée, que le recours est abusif et qu'on aurait dû aller en révision judiciaire. La seule question qui serait soumise au fond, c'est est-ce que le juge a bien exercé sa discrétion? Je vous soumets bien humblement que oui. Madame Blaise, vous avez quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire Oui, je peux vous dire que dans la première décision, Juste une seconde. J'aurais quelque chose de très bref. Excusez, Je pensais que votre collègue avait parlé pour tout le monde. J'avais un petit élément pour la Alors, excusez, Madame Blaise, je peux vous demander de vous rasseoir? Seulement tirer l'attention de la Cour au paragraphe 40 du jugement du juge au clair qui invoque les motifs qui avaient été soulevés par la procureure générale. Il y avait 2 motifs qu'on voit au paragraphe 40, que le ministère ne peut être poursuivi selon l'article 96 et qu'il n'y a rien dans les conclusions recherchées qui justifie la présence de la PGQ. Je veux seulement attirer l'attention du tribunal qu'il n'y a rien dans la déclaration d'appel, dans l'enquête pour permission d'appeler, qui mentionne d'erreur du juge de première instance relativement à ces aspects-là, relativement aux motifs qui ont rapport précisément au procureur général. Qu'est-ce qu'on invoque, nous, c'est que rien dans la demande introductive d'instance ne supporte de faute à l'encontre du procureur général. Il n'y a aucune faute qui sont imputées à des représentants du gouvernement, seulement des allusions qui n'ont aucun fondement. Merci. OK, moi je vais rajouter pour lui, le procureur général il est là pour représenter le ministère du Travail. Parce que dans le fond, je ne sais pas si vous avez vu mon dessin du triangle des Bermudes, là. La CSST, les mutuelles de prévention, le CLP, et c'est le ministère du Travail qui gère tout ça. Parce que la décision a été faite pour la CSST. Deuxièmement, il y avait des jurisprudences que je vous avais laissées. Vous les avez? Oui. OK. La première. C'est ça ici, là? Oui, c'est ça, monsieur. La première, c'est avec Alberta Énergie, Cour suprême. Ça fait pas longtemps qu'elle est sortie, celle-là, janvier 2017. On va aller au paragraphe. Il parle pour l'exception à l'unité des juges administratifs. Au paragraphe 120 et 121. Je sais qu'il n'y a jamais eu de décision là-dessus. C'est une question qui n'a jamais été tranchée. Surtout avec complicité d'un perjury médical déterminant, elle n'a jamais été tranchée.
J'ai dit 120. OK, 120. Oui, je l'ai vu. OK. Compte tenu des fonctions analogues qu'exercent les tribunaux judiciaires et les décideurs quasi-judiciaires, notre Cour doit user d'encore plus de prudence avant de ronger la disposition d'immunité à l'espèce. Une telle décision entraîne des conséquences profondes et évidentes pour l'ensemble des juges et des tribunaux et doit être prise que si l'on dispose, c'est important, d'un dossier de preuve complet qui a fait l'objet de vérification. L'État pourra ou non être en mesure de justifier une immunité contre toute condamnation à des dommages et intérêts en vertu de la Charte. Mais tant que les éléments de preuve justificatifs fondés sur l'article 1er n'ont pas été analysés, notre Cour ne devrait jamais remplacer les éléments de preuve requis par ses propres déductions. Et j'ai lu ce qui est souligné dans le paragraphe 121. Oui, mais je vais vous le lire. C'est inutile, j'en ai pris connaissance, et mes collègues aussi, ils l'ont sous les yeux. Oui, mais c'est parce qu'au moins, ça va être là. Alors, allez-y, Okay. Des décideurs judiciaires ou quasi-judiciaires indépendants n'ont jamais encore été condamnés à des dommages et intérêts en vertu de la Charte. Il ne faut pas conclure pour ainsi, je n'ai pas de Kleenex. Pourtant, quels dommages ne peuvent jamais être accordés. Mais là, tout dépend de la constitutionnalité, de la disposition d'immunité et de la mesure dans laquelle elle doit être interprétée restrictivement. OK. La 2, c'est une décision. Le Collège des médecins est là-dedans. Le Collège des médecins, ils ont une certaine forme d'immunité pour leurs actes accomplis de bonne foi. Le CLP aussi. Ils ont une immunité pour les actes accomplis de bonne foi. Monsieur le juge, je pense que c'est lui qui était là, il était dans la décision. OK, les allégués sont semblables aux notes. Mais par contre, c'est pas une preuve documentaire, ça va être une preuve, la parole d'un contre la parole de l'autre. C'est pas une preuve documentaire. Bah, OK, les paragraphes sont écrits 13, 14, 17. c'est surtout le paragraphe 20. C'est quoi vous dites? C'est surtout, je pense, le paragraphe 20. J'en ai pris connaissance. OK, le 12. Le paragraphe 12. Le juge de première instance a-t-il erré dans l'application des principes établis par la jurisprudence en matière de moyens d'irrecevabilité et en rejetant l'action de l'appellant? Ça, c'est la question, et la réponse La est au dose. paragraphe 20. La réponse est au paragraphe 20. Bon, OK. Un seul des moyens d'appel suffit pour renvoyer le renvoi. Le jugement entrepris comporte des erreurs qui justifient l'intervention de la Cour. Le 14-168.2 prévoit la possibilité de rejeter une action qui n'est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Madame, le suivant, le 3 et le 4, nous allons nous retirer et regarder ce qui a été souligné. OK, vous allez regarder? On va regarder ce qui a été souligné. Oui, parce que moi, j'aime pas ça, parce que ça ne sera pas dans le CD. Dans quel CD? Dans l'enregistrement ici à la Cour? Oui. Qu'il ne soit pas quoi? Que Ben, vous l'avez il lu? sera pas, Que vous bon, l'avez OK. lu? Hein? Les références sont là, les documents sont déposés au dossier de la OK. Cour. Et C'est c'est bon. souligné que vous vouliez nous lire. OK. Je vais vous dire aussi, dans la décision CLPA, la sténose comitale est retenue unanimement. Dans la décision CLP2, le mot sténose comitale est complètement disparu. Qu'est-ce qui est arrivé entre les deux?
Merci.